bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je vais être chargé de vous montrer un petit peu quel est tout l'effet, tout ce qu'on a vu pour l'instant donc depuis la semaine dernière, donc de l'activité solaire sur notre environnement terrestre. Et pour ça je vais d'abord revenir très en arrière avec la naissance de la météorologie spatiale. Donc il faut savoir qu'en 1859, il y a des phénomènes qui ont été observés sur Terre, notamment des aurores polaires, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Même à l'équateur, on a vu des aurores jusqu'à Cuba, donc on pourrait presque parler d'aurore équatoriale, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, il s'était passé quelque chose d'assez extraordinaire. En plus, il y a eu les réseaux télégraphiques qui sont tombés en panne, il y a des opérateurs télégraphistes qui ont pris des décharges électriques assez importantes, il y a même des bureaux de télégraphistes qui ont brûlé. Donc il y a eu vraiment un impact et les gens ne savaient pas trop ce qui s'était passé à cette époque-là. Il a fallu attendre 1861 avec Stewart, qui était donc un Écossais, qui lui regardait comment le champ magnétique terrestre bougeait. En fait, il regardait la direction du champ magnétique terrestre. Il avait remarqué que sur son magnétographe, donc qui n'est pas vraiment une boussole, mais ça revient un peu à une boussole, c'est comme si l'aiguille du nord de votre boussole bougeait en fonction du temps. Mais lui, il avait un matériel extrêmement précis. Il avait pu détecter des mouvements anormaux du champ magnétique terrestre. Donc ici, ça c'était le 28 août 1859, et chaque ligne correspond à une journée. Donc ici, on est le 28, le 29, le 30, le 31, puis aussi le 1er septembre, avec une variation très brutale du champ magnétique terrestre. Et l'idée qu'il a eue, c'était de rapporter ça avec des observations qui avaient été faites par un astronome amateur, qui était Carrington, et qui lui avait détecté une grosse tache solaire, enfin un gros groupe de taches solaires que vous avez vu la semaine dernière aussi, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, c'est une image donc, des taches solaires que l'on a l'habitude de voir actuellement, donc ça c'est une image de 2003. Mais Stewart avait fait le lien entre donc, cette activité solaire qui était anormale, avec cette grosse tache solaire observée par Carrington, et ce qu'il observait sur Terre. Donc c'est là qu'on a pris conscience en fait que voilà, notre soleil, les colères du soleil pouvaient avoir une influence sur notre environnement terrestre. Donc ça, c'est vraiment les pères de la météorologie spatiale. Alors, donc ce dont je vais discuter maintenant pour clôturer ce cours, c'est de voir quelle est l'influence de ces colères du Soleil sur notre environnement terrestre. Et l'exemple que je prendrai plus particulièrement, c'est la question à laquelle je voudrais essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que le GPS, qu'on utilise tous beaucoup maintenant, est tributaire des colères du Soleil, donc de la météorologie spatiale. Donc le GPS, vous connaissez tous ça, vous avez tous quelqu'un qui a un GPS dans sa voiture, qui, avec cette voix assez autoritaire, qui vous donne la direction à prendre. Donc c'est vraiment un aboutissement de dizaines d'années de recherche qui permet en fait donc maintenant de se repérer n'importe où à la surface de la Terre. Alors j'ai mis cette image aussi en haut à gauche là, qui est les premiers télégraphes sans fil, qui ont été donc développés par Marconi à la fin du 19e siècle. Et en fait, il y a un lien entre les deux, c'est que le GPS est tout simplement le descendant de ces télégraphes sans fil. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, dans ces deux instruments, après il y en a plein d'autres qui ont été introduits au cours du temps, entre le fin du 19e et actuellement, mais donc ils peuvent recevoir ou envoyer de l'information à partir d'ondes. Alors, vous connaissez tous des ondes mécaniques notamment, donc c'est des ondes qui ont un support solide, par exemple quand on jette un caillou dans l'eau, donc les cercles concentriques qui s'écartent du point d'impact. On a aussi les ondes sonores, qui sont juste des compressions de l'air. Il y a aussi les ondes sismiques, donc avec les mouvements des parties superficielles de la Terre pendant un séisme. Mais on connaît moins les ondes électromagnétiques. Pourquoi ? Parce que les ondes électromagnétiques, on ne les voit pas. Pas toutes, mais la plupart, on ne les voit pas. Et en fait, ce concept d'onde électromagnétique a été prédite par Maxwell. Donc c'est lui, il avait repris toutes les équations qui étaient à l'époque sur l'électricité et sur le magnétisme. Et il avait vu, en fait, il avait théorisé le fait que quand on fait fluctuer un champ magnétique, on crée un champ électrique. Et quand on fait fluctuer un champ électrique, on crée un champ magnétique. Donc ça, c'est très théorique, et c'était dans les années 1870. Et en 1880, c'est Hertz qui va être le premier à créer ces ondes électriques et pouvoir envoyer un signal. Donc qu'est-ce que sont ces ondes électromagnétiques ? Électron, donc courant, magnétique, donc magnétisme, champ magnétique. En fait, une onde électromagnétique, c'est une onde qui se balade à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, donc c'est extrêmement rapide. Par exemple, la lumière du soleil met 8 minutes pour nous arriver. Donc ces ondes électromagnétiques sont composées d'un champ électrique, ici, sur vertical, qui se déplace en même temps qu'un champ magnétique qui lui est orthogonal.
Alors il y a deux caractéristiques extrêmement importantes dans ces champs magnétiques, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, qui se mesure en mètres, qui est donc la distance entre deux crêtes successives ici, qui est matérialisée par la lettre lambda, mais aussi la fréquence, qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Et donc la fréquence, elle s'exprime en Hertz, en hommage à Hertz, qui a matérialisé pour la première fois ces ondes électromagnétiques. Et donc, par exemple, 1 Hertz, ça veut dire qu'on a une oscillation par seconde, 2 Hertz, ça veut dire qu'on a 2 oscillations par seconde, et ainsi de suite. Et donc, le produit de cette longueur d'onde par cette fréquence, par la fréquence, est toujours constante, et c'est ce qui correspond à la vitesse de la lumière. Alors, on connaît tous ces ondes de façon indirecte. Par exemple, on utilise tous la radio, qui utilise des ondes à très basse fréquence et donc très longue longueur d'onde. On est plutôt de l'ordre du mégahertz, c'est 10 exposé en 6 Hertz, avec des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de kilomètres, voire la centaine de mètres. Et puis plus on augmente la fréquence et plus on diminue la longueur d'onde, on va avoir d'autres types d'ondes. Donc ça, c'était pour les ondes radio, notamment les GSM aussi utilisent des ondes radio. Après, on va passer dans l'infrarouge quand on augmente la fréquence. Donc ça, c'est ce qui est utilisé beaucoup en thermographie pour voir les déperditions de chaleur dans les bâtiments, ce qui est très à la mode actuellement. Quand on augmente encore la fréquence, on va tomber dans le visible. Et ça, c'est la lumière que l'on voit. Donc la lumière que l'on voit est aussi une onde électromagnétique à fréquence modérée, on va dire, par rapport au reste. Et dans cette lumière visible, on va avoir d'autres fréquences à laquelle on attribue différentes couleurs. Ensuite, on va voir les UV et les extrêmes UV, donc notamment ceux qui sont émis par le Soleil. Ensuite, on va voir les rayons X, puis les rayons gamma, qui sont donc des rayons qui sont étudiés pour détecter des sources d'énergie extrêmement lointaines dans le ciel, comme les énergies qui sont libérées lors des supernovas. Alors, toutes ces ondes électromagnétiques ont été découvertes donc vers 1870-1880, ont lancé une véritable activité économique sur les transmissions. Il y a une grosse étape qui a été franchie en 1901 avec la première transmission transatlantique. Donc ça, c'était réalisé grâce au matériel de Marconi, donc qui est un Italien qui est monté en Angleterre pour industrialiser son matériel. Et donc en 1901, il a réussi à faire une connexion, à recevoir un signal qui a été émis depuis Terre-Neuve, donc au Canada, dans le nord-est du Canada, et qui a été reçu dans les Cornouailles en Angleterre. Alors pour ça, il avait utilisé un cerf-volant dans lequel il avait mis son récepteur dans les Cornouailles. Donc il a fait voler son cerf-volant et puis il avait pu entendre les 3 impulsions courtes, bip, 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 qui en morse veut dire S. Donc ça, c'était la première communication sur très très longue distance. Il y avait à peu près 3600 km entre les deux points et ça a amené une grosse controverse parce que les physiciens disaient que c'est pas possible que l'onde se propage de façon rectiligne. Ce sont des ondes, des fronts d'onde en fait qui se déplacent de façon rectiligne. Et c'était pas possible dû à la rotondité de la Terre que ces ondes se propagent de façon rectiligne. Donc il y a eu une grosse controverse en disant qu'il avait menti, que c'était pas juste et tout ça. Et quelques années après, une année après, en 1902, il y a une explication qui a été apportée par 2 personnes différentes, qui ne travaillaient pas vraiment ensemble, c'était Kennedy et Heaviside, et qui sont arrivés à la même conclusion, tous les deux, qui était que il y avait certainement une couche ionisée en altitude qui permettait de réfléchir les ondes électromagnétiques. Et donc c'était grâce à ça que Marconi a pu faire sa première communication transatlantique. Alors cette couche ionisée n'était pas très très connue, on n'avait pas encore d'explication physique là-dessus, et les premiers qui vont prouver la présence de cette couche ionisée, c'est Appleton et son étudiant Barnett. Alors eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont utilisé les antennes émettrices de la BBC, donc en Angleterre, et ils ont fait varier les fréquences d'émission à partir de cette antenne-là, et puis ils étaient avec un récepteur quelques kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres un peu plus loin, et puis regarder comment le signal était reçu. Et une des grosses découvertes qu'ils ont faites, c'est que suivant qu'on était dans le jour ou dans la nuit, on n'avait pas la même qualité du signal. Et donc cette couche ionisée avait des variations journalières. Ce qu'ils avaient découvert aussi, c'est que parfois ils entendaient un premier message, et puis juste quelques dixièmes de seconde après, le même message, mais en décalé. Et donc l'hypothèse qu'ils ont avancée pour ça, c'est qu'on avait 2 propagations du signal, une propagation directe pour des courtes distances, et pour des distances un peu plus longues, on avait une réflexion de l'onde électromagnétique sur la couche ionisée. Alors, de façon très modeste, ils ont appelé cette couche la couche Appleton-Barnett, mais voilà, en 1926, il y a Watson-Watt qui a proposé le terme ionosphère pour généraliser cette couche en fait ionisée qui permettait de réfléchir les ondes électromagnétiques.
Mais on n'avait toujours pas de preuves, enfin pas de preuves physiques ou géophysiques de la création de cette ionosphère. Et tout ça a été apporté en 1931 par Chapman, qui était le premier à théoriser donc l'ionisation de l'atmosphère terrestre par des ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Alors le principe est assez simple, on a le Soleil qui émet des UV, des extrêmes UV sous forme de photons, et en fait tout ça c'est de l'énergie, c'est énormément d'énergie qui est envoyée par notre Soleil. Cette énergie va être absorbée par notre atmosphère terrestre, donc notre atmosphère c'est principalement de l'azote, du dioxygène et de l'argon, puis d'autres éléments. Et donc toute cette énergie va permettre de dissocier un atome pour le transformer en électron et en ion. On va donc avoir une charge négative et une charge positive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la photoionisation. Par exemple, si on prend un atome d'oxygène, l'énergie émise par le Soleil, ici, HMU, qui va donner un oxygène positif plus l'émission d'un électron. Et donc, il arrive à la conclusion que l'ionosphère était en fait un plasma neutre ionisé. Alors, c'est trois gros mots, mais en fait, plasma, ça veut dire un gaz. Neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et ionisé, ça veut dire que c'est un gaz dans lequel il y a des charges, et donc il y a des électrons et des ions positifs. Donc voilà, là on avait la preuve de l'existence de l'ionosphère. Alors un schéma un peu compliqué, mais pourquoi on a une ionosphère sur Terre? Parce qu'on a des UV et des extrêmes ultraviolets qui viennent du Soleil, mais aussi parce qu'on a une atmosphère terrestre. Si on n'avait pas d'éléments neutres à ioniser, on n'aurait pas d'électrons qui pourraient être formés, et d'ions qui pourraient être formés. Donc ça c'est une figure un petit peu compliquée, mais en fait ce qu'il faut retenir surtout c'est cette courbe rouge. Donc l'ionosphère est comprise entre à peu près 80 km d'altitude jusqu'à 1000 km d'altitude. Vous avez vu avec Viviane juste avant qu'on peut avoir aussi des particules à 3-4 rayons terrestres, mais la densité est beaucoup plus faible. Et la principale densité électronique se situe vers 200, 300, 400 km d'altitude. Alors bien sûr ça bouge dans le temps, on verra ça juste après. Et en fonction de la quantité en éléments neutres que l'on a dans notre atmosphère, donc là on a l'argon à basse altitude, le dioxygène, on a aussi l'azote, puis après on a de l'oxygène avec l'altitude, puis après ça monte avec l'hélium et l'hydrogène, et bien par photoionisation on va créer autant de charges positives que de charges négatives. Donc l'ionosphère, pourquoi c'est important pour nous de l'étudier? Parce que c'est la zone où toute l'énergie du Soleil est absorbée, enfin une grosse partie de l'énergie du Soleil est absorbée. C'est aussi une zone où c'est le lieu des aurores polaires, qu'elles soient boréales ou australes, mais aussi une zone où on a énormément de technologies, notamment des satellites à très basse altitude, et donc ils sont au-dessus, généralement, du maximum de densité électronique, c'est-à-dire qu'ils reçoivent quand même pas mal de radiation solaire. Donc s'il y a une éruption solaire, on va avoir un apport en plus de radiation, ce qui fait que les satellites peuvent être endommagés, comme on l'a vu juste avant. C'est aussi le lieu où se situe la Station Spatiale Internationale. Donc la Station Spatiale Internationale est toujours habitée par des astronautes ou des cosmonautes, suivant leur nationalité. Je pense qu'il y a encore plus de terminaisons maintenant avec toutes les personnes qui vont là-haut. Toutes les nationalités qui vont là-haut. Mais des fois, donc, ces personnes doivent sortir pour entretenir le matériel. Et pareil, vu qu'ils sont au-dessus de la zone de maximum d'absorption des radiations, quand il y a une éruption solaire, ils peuvent avoir vraiment des dommages. Donc, on s'attache actuellement, la communauté scientifique, à vraiment essayer de mieux comprendre l'ionosphère et à essayer de prédire son comportement en fonction de l'activité solaire. Alors, pour revenir un petit peu sur l'effet sur les ondes électromagnétiques, en fait, ce qui est à droite, là, c'est pour vous montrer que donc, le profil que je vous ai montré tout à l'heure avec le maximum de densité, vers 300-400 km d'altitude, il varie en fonction de la journée. C'est-à-dire que le jour, on va avoir 3 couches significatives, donc ce qu'on appelle la couche D, la couche E et la couche F, qui correspond au maximum de densité électronique. Mais vu que c'est dû principalement aux UV, à l'émission d'UV et de UV, la nuit, il y a des couches qui vont disparaître et la densité électronique va être beaucoup moins importante. Pourquoi? Parce que la nuit, parce qu'il n'y a pas de soleil, et forcément on reçoit beaucoup moins d'UV et d'extrêmes ultraviolets. Donc on ne va pas avoir la même densité électronique le jour et la nuit. Et ça remonte à l'histoire de Barnett et son professeur qui voyaient qu'en fait les ondes reçues par le récepteur n'avaient pas la même qualité que ce soit le jour ou la nuit. Donc il y a vraiment une interaction entre ces ondes électromagnétiques et la quantité en électrons que l'on a dans l'ionosphère. Alors ici, c'est représenté par ce graphique ici. Vous avez l'ionosphère en couche D, couche E et couche F, et on voit que les basses fréquences sont complètement réfléchies avec peu de densité électronique, alors que les hautes fréquences ici vont se réfléchir à une altitude beaucoup plus importante, jusqu'au maximum de densité électronique, alors que les très très hautes fréquences vont, elles, vont pouvoir traverser toute l'ionosphère. Alors comment se comporte cette ionosphère de façon climatologique?
Comme on a vu la semaine dernière, on a une variation d'à peu près 11 ans de l'activité solaire, et bien sur l'ionosphère, on a à peu près on a exactement le même comportement. Ici, c'est donc des courbes entre 1995 et 2010 qui vous montrent la variation de la quantité en électrons donc dans cette partie de la haute atmosphère terrestre. Et on voit donc qu'il y a une variation qui est cyclique. Ici, c'est juste sur un cycle, on a un maximum de densité électronique vers 2000-2002 qui correspond au maximum solaire qu'on trouve très bien dans les taches solaires. J'ai mis SN ici parce qu'en fait on appelle ça Sunspot Number, donc les taches solaires, mais aussi dans les émissions de UV du Soleil. Donc ça veut dire, pareil aussi, vos fréquences électromagnétiques ne vont pas être affectées de la même manière à basse activité solaire qu'à haute activité solaire. Si on regarde maintenant, si on fait un zoom sur, là c'est des moyennes sur la journée, donc c'est vraiment une moyenne journalière de la quantité en électrons que l'on a dans l'ionosphère, mais si on fait un zoom sur une journée, voilà comment ça se comporte. Donc là vous avez une image de la quantité électronique, alors plus c'est rouge, plus on a d'électrons, plus c'est bleu, moins on a d'électrons, avec une image toutes les heures. Donc ce qu'on remarque déjà dans un premier temps, c'est qu'on a une variation qui suit très bien, plus ou moins bien, l'équateur terrestre. Et tout ça, c'est dû au fait qu'à l'équateur, le Soleil est vraiment au zénith, on reçoit un maximum d'UV et de UV, alors qu'au niveau des pôles, le Soleil est beaucoup plus bas, donc on a beaucoup moins de photonisation du fait donc, que le Soleil soit beaucoup plus bas dans le ciel. Donc, l'ionosphère va affecter beaucoup plus, différemment, les ondes électromagnétiques au niveau de l'équateur qu'au pôle. Mais parfois, donc ça c'était pendant une période assez calme de l'activité solaire, donc de l'activité ionosphérique, mais comme on l'a vu donc depuis la semaine dernière, il y a souvent des éruptions solaires qui vont entraîner donc des perturbations dans la magnétosphère notamment, mais aussi pour l'ionosphère. Donc ça c'est juste pour faire un petit rappel. Donc ça c'est le nombre de taches solaires depuis 1930 avec le cycle d'à peu près 11 ans, et chaque barre rouge correspond à une tempête solaire qui a eu un impact significatif sur notre environnement terrestre. Donc on voit qu'il y en a quand même assez régulièrement. Et notamment les deux derniers qui ont été assez significatifs, c'était la tempête la tempête d'Halloween qui a eu lieu au mois d'octobre 2003. Il y en a aussi une autre qui a eu lieu en mars 1989, qui a eu beaucoup d'impact, notamment sur nos réseaux électriques. C'est ce qu'on verra par la suite. Donc comment se comporte une ionosphère pendant une tempête, quand une masse coronale vient, une éjection de masse coronale, vient perturber le champ magnétique terrestre, mais elle va aussi perturber la quantité en électrons dans l'ionosphère par l'apport de particules chargées, bien sûr, mais aussi par le fait qu'on fait varier le champ magnétique. Et comme je vous ai dit au début, quand on fait varier un champ magnétique, on peut créer un champ électrique, et ainsi de suite. On va donc avoir des perturbations assez importantes. Ici, c'est pendant la période calme, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et en période perturbée, on voit qu'au niveau des pôles, on va le voir bientôt là, hop, ici, on peut avoir des quantités électroniques qui peuvent atteindre les mêmes que celles que l'on a à l'équateur. Et ça, pour une région en fait, où on n'est pas habitué à avoir beaucoup d'électrons, où il y a tout d'un coup une grande quantité d'électrons, mais ça fait beaucoup de dynamisme et ça peut perturber énormément de choses. Donc le principal impact des colères du Soleil vont surtout avoir un effet au niveau des pôles. Alors là, si on fait un zoom dessus, ici vous avez l'effet d'une tempête sur l'ionosphère, donc ce qu'on appelle une tempête ionosphérique. On voit des structures ici avec une augmentation de la densité électronique par rapport à ce que l'on trouve environnant. Donc ça peut être des très petites structures comme des très longues structures. Et généralement, donc, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, l'ionosphère, les tempêtes ionosphériques sont conjointes avec une tempête magnétique. Et ici, on voit donc les variations d'intensité du champ magnétique pendant une tempête. Donc tout ça pour vous montrer que généralement, ça affecte beaucoup les régions polaires. Alors ça, vous avez vu ce petit film tout à l'heure. Maintenant, on va voir quelle est l'influence vraiment sur nos applications et notre technologie. Donc quand on a un champ magnétique solaire qui vient perturber notre magnétosphère, on va avoir des compressions et des décompressions de notre champ magnétique, donc variation du champ magnétique, ce qui veut dire courant induit, toujours, et donc on va aussi créer les aurores polaires, qui sont formées comme ici. Alors maintenant, quelle est vraiment l'influence sur nous, sur notre vie de tous les jours? Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'était le fait qu'on ait des variations rapides du champ magnétique, plus des particules du vent solaire qui viennent en plus, qui peuvent atteindre la surface de la Terre. On va voir ce qu'on appelle des courants magnétiques induits.
Ça veut dire qu'on va avoir des courants magnétiques, donc des courants électriques, qui vont se propager dans le sol et qui peuvent venir perturber nos réseaux électriques. Alors pour ça, on a deux exemples. Bon, le premier exemple, c'était celui de 1859 avec les réseaux télégraphiques qui sont tombés en panne, mais aussi des exemples actuellement, notamment au niveau des centrales électriques et des transformateurs. Là, on voit un exemple d'une tempête en 1989 qui a donc endommagé les transformateurs, notamment aux États-Unis, mais aussi au Québec. Et notamment au Québec, ça a entraîné ce qu'on appelle un blackout, donc une coupure électrique globale, qui a duré à peu près entre 7 et 9 heures. Donc ça peut avoir beaucoup d'impacts, notamment des impacts économiques. On a aussi un autre exemple, donc en 2003, avec donc des courants induits aussi lors d'un impact d'éjection de masse coronale qui est venu perturber donc les réseaux électriques, notamment en Afrique du Sud, avec un blackout aussi qui a duré plusieurs heures. Et on a eu aussi un blackout en même temps, conjointement, dans l'hémisphère nord, au niveau du nord de la Scandinavie. Un autre effet, bon, Viviane on a parlé rapidement tout à l'heure, enfin on a parlé, pas rapidement, moi je vais en parler rapidement par contre, c'est l'effet donc de l'arrivée de toutes ces radiations solaires sur les panneaux électriques des satellites, aussi sur les réseaux électriques des satellites. Et ça, bien sûr, de plus en plus on utilise des satellites, notamment des satellites de communication pour faire des communications intercontinentales, ou alors des satellites pour faire de la surveillance de la météorologie spatiale, et donc il y a un intérêt à essayer de mieux comprendre et de mieux prédire en fait l'effet de ces radiations sur les satellites afin de pouvoir toujours être opérationnel. Un autre effet aussi, donc ça Viviane en a parlé aussi juste avant, c'est sur les astronautes. Donc quand les astronautes, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les astronautes généralement sont dans l'ISS et sortent à l'extérieur, ils sont donc au-dessus du maximum d'absorption des radiations du Soleil. Et donc s'il y a une tempête solaire, ça peut affecter leur combinaison et même voire affecter les cellules vitales de ces techniciens du ciel. Dernière influence qu'on peut avoir, ce sont les vols polaires. Alors, par exemple, quand on va de New York en Chine, on va passer par la région polaire, notamment juste à côté du pôle géomagnétique qui est matérialisé en bleu, ici. Donc quand vous allez de New York à Hong Kong ou de Chicago à Pékin, vous allez forcément passer par la région polaire, et donc vous allez subir aussi des radiations. Pour ça, donc, il y a beaucoup d'études qui se font actuellement pour essayer de prévenir ces radiations, et même en période d'activité solaire normale, on reçoit quand même des radiations. Il y a une étude qui a été montrée qui a dit qu'un pilote de ce type de vol polaire, donc je pense qu'ils ont dit que pilote, mais il y a aussi les gens qui sont dans l'avion, reçoit autant de radiations qu'un personnel de centrale nucléaire sur un an. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait juste un vol va recevoir autant de radiations que quelqu'un qui travaille un an dans une centrale nucléaire. Alors ces radiations, elles augmentent forcément avec l'altitude. Donc là, c'est quand on a un vol à 5 km, à 10 km, à 15 km, sachant que les vols commerciaux sont généralement à 10 km d'altitude. Donc, il faut éviter de voyager au niveau des pôles, même si c'est très joli. Et enfin, donc j'arrive à mon principal exemple, qui est donc l'effet de la météorologie spatiale sur le GPS. Alors maintenant, le GPS est extrêmement utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut noter, c'est que le GPS en fait, est lancé depuis 1978 et a été initié par l'armée américaine. Donc c'est vraiment l'armée américaine qui a mis ça au point, et maintenant ça a été ouvert complètement au public. Donc c'est quand même une histoire assez rigolote en fait d'un système maintenant développé de façon militaire et qui maintenant a des applications dans le civil, et notamment pour les sciences. Donc maintenant, on peut s'en utiliser pour se repérer n'importe où à la surface de la Terre. Il y a aussi des applications pour tout ce qui est suivi de marchandises, notamment en camion, ou en train. Aussi l'assistance au guidage pour les avions et aussi l'assistance au guidage pour les bateaux. Il y a aussi beaucoup d'applications qui sont en agriculture pour avoir de façon précise les zones d'épandage de certains engrais ou de certaines graines pour essayer de rentabiliser au maximum donc les champs agricoles. Et enfin, il y a une dernière application, donc ça c'est la nôtre, au niveau scientifique. Là ici j'ai pris un exemple en fait où on installe une antenne GPS, un matériel GPS pour mesurer les mouvements de la glace, notamment en Antarctique. Alors le GPS, c'est un peu pour ma recherche en tout cas, c'est l'aboutissement d'une recherche spatiale qui a été initiée depuis 1957 par les Russes, avec le lancement du premier satellite, Sputnik, et 20 ans après, en 1978, premier satellite GPS qui est envoyé dans notre ciel. Alors, les satellites GPS, ils sont à peu près à 20 000 km d'altitude.
Et des satellites GPS, actuellement, il y en a à peu près 32 qui sont en orbite. Donc là, c'est une petite animation qui vous montre combien de satellites GPS sont visibles à un point qui est situé à peu près sous nos latitudes, à Bruxelles. Et donc vous voyez qu'en fonction de la journée, en fonction de où se situent les satellites, on peut avoir entre 6 et 12 satellites juste GPS visibles en même temps. Alors ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour avoir une à peu près bonne position en GPS, il faut qu'on ait au moins 4 satellites en visu. Donc c'est ce qui est présenté ici. À partir de ces 4 satellites, on va pouvoir estimer des distances entre notre point, enfin notre récepteur et le satellite. À partir de ces 4 sphères, on va pouvoir déterminer notre position. Alors pourquoi il y en a 4 ? On pourrait dire qu'il n'y en a que 3. Un pour la longitude, un pour la latitude et un pour l'altitude. Mais en fait, ce qui est très important avec ces systèmes GPS, c'est d'avoir des horloges extrêmement précises. Pourquoi ? Parce que les satellites sont à 20 000 km d'altitude, l'onde se propage à 300 000 km par seconde, ce qui fait que votre signal, entre le moment où il est émis par le satellite et où il est reçu par votre récepteur, il a mis 0,06 secondes. Et dans les récepteurs GPS grand commerce, il faut savoir qu'on a une horloge qui est à peu près aussi précise que celle de votre montre, c'est une horloge à quartz. Et donc, on n'est pas vraiment précis à 0,06 secondes près. Donc pour ça, on utilise un 4e satellite qui va pouvoir permettre de recaler notre horloge. Alors, je vous ai amené un petit peu les GPS pour vous montrer la différence de ce que nous utilisons quand on est en vacances, comme vous, pardon. Donc ça, c'est le GPS assez connu, très commercialisé, qui vous donne une position qui est de l'ordre de quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres. Alors pourquoi ? Parce que celui-là va être capable de capter juste une seule fréquence envoyée par les satellites GPS. Alors si on compare ça avec un récepteur scientifique, hop. Alors déjà il est beaucoup plus gros, donc ça c'est le récepteur. Alors c'est pas plus gros pour que ce soit plus solide, c'est plus gros parce que notamment, on va pouvoir capter plusieurs fréquences qui sont émises par un même satellite. On verra que c'est important. Vu qu'on a vu que la quantité en électrons avait une influence sur les fréquences, mais le fait qu'on puisse avoir plusieurs fréquences, on va pouvoir donc s'affranchir en règle générale de la quantité, enfin de l'activité ionosphérique. Et donc généralement, ce récepteur est connecté à une antenne, mais parce que sur le petit récepteur jaune, il y a aussi une antenne qui est dedans. Et ça, c'est une antenne GPS, donc scientifique, qui est beaucoup plus grosse que celle qu'on a dans notre petit récepteur. Et donc, vous voyez des cercles concentriques qui sont autour. Tout ça, ça permet de s'affranchir de certaines erreurs, notamment le fait que l'onde se réfléchisse sur le sol et qu'elle remonte à l'antenne. Donc ça, c'est des ondes électromagnétiques qui ont été réfléchies. Donc ça peut apporter des erreurs sur l'estimation de notre distance entre le récepteur et le satellite. Vous pouvez venir voir après. Vous pourrez même les toucher. Alors, il n'y a pas que le système GPS, il y a d'autres systèmes, il y a plein de pays qui ont développé leur propre système de navigation par satellite, et tout ça se regroupe sous le terme GNSS, qu'on appelle donc Global Navigation Satellite Systems. Donc le plus connu, c'est le GPS, donc lancé en 1978, 32 satellites actuellement, système américain, avec, donc ici c'est l'altitude moyenne des orbites. On a aussi le système GLONASS, qui est un système russe, qui a été lancé en 1982, après il y a eu les problèmes de guerre froide, pas de guerre froide, pardon, de démantèlement de l'ex-URSS, donc le projet a pris beaucoup de retard, mais il est opérationnel maintenant, et donc on a à peu près 24 satellites qui sont en orbite, à peu près la même altitude. On a aussi un système chinois qui s'appelle Beidou en chinois, Compass pour les anglophones, avec donc le premier satellite a été envoyé en 2000, et on a à peu près 15 satellites actuellement, et puis enfin il y a notre système, le système européen, qui est un petit peu à la traîne, c'est vrai, sur lequel je vais passer dessus rapidement, où avec le premier satellite qui a été envoyé en 2005, actuellement on a 4 satellites qui sont en orbite et qui sont fonctionnels. Enfin, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y en a un qui avait des problèmes, plus les 2 nouveaux satellites qui ont été envoyés fin août, qui marchent, mais par contre l'orbite n'est pas bonne, donc c'est un peu problématique. Mais voilà, d'autres satellites qui vont être envoyés et on attend d'avoir une constellation à peu près complète pour 2018, ça c'est les derniers chiffres qu'on ait eus, et donc il sera opérationnel à partir de 2018. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste des histoires politiques. Bon, bien sûr, il y a des histoires politiques dans le fait qu'on développe chacun de notre côté notre système de navigation par satellite, mais aussi un intérêt pour nous scientifiques, c'est-à-dire que plus on a de satellites, plus on va pouvoir faire d'observations. Alors que je vous ai montré tout à l'heure, sur nos latitudes, on avait entre 6 et 12 satellites en visuel juste avec le système GPS, mais on va pouvoir quadrupler en fait ce nombre de satellites dans le ciel grâce à tous ces systèmes. Alors le GPS scientifique, donc ce gros matériel, est maintenant assez répandu en science. Il y a des réseaux globaux, par exemple en Europe, on a à peu près 250 stations de ce type-là qui sont installées. Dans le monde,
On a à peu près 400 voire 500 stations qui sont installées et qui mesurent tous les jours la position de la station de façon extrêmement précise. Alors en fait, ce qu'on mesure, c'est la position de l'antenne. Et donc, si on fait des traitements assez poussés, on va pouvoir déterminer la position de notre station à quelques millimètres près, tous les jours. Ici, je vous ai présenté donc, ce qu'on appelle une série temporelle. Donc, c'est une série dans le temps de la position de la station de Bruxelles. Donc ici, vous avez l'Observatoire royal de Belgique avec le dôme. Et au-dessus, vous avez une petite antenne. En fait, si on fait un zoom, l'antenne est ici. C'est exactement la même que celle que je vous ai apportée aujourd'hui. Et donc, depuis 1996, on mesure la position de cette antenne. Et on voit donc l'évolution de la position de cette antenne, ce sont les traits violets qui sont marqués là-dessus. Et on voit que sur une période de 12 ans, on a un déplacement nord-est, donc dans la direction nord-est, qui est à peu près de l'ordre de 2,5 cm par an. On a aussi un mouvement vertical qui est de l'ordre de plus de mm par an. Donc c'est extrêmement petit, hein. Mais sur des très longues périodes, on peut commencer à faire ressortir ce genre de signal. Alors si on se concentre sur les déplacements horizontaux, ces 2,5 cm par an vers la direction nord-est, ils sont dus à la tectonique des plaques. Donc le mouvement de la plaque Eurasie, qu'on voit très bien sur cette figure ici. L'Europe est là. Et on voit que l'ensemble des stations qui sont installées en Europe bougent à peu près de 2,5 cm par an. L'échelle est là, ça c'est 2 cm par an ici, dans la direction nord-est. Et donc si on a des stations un peu réparties partout à la surface de la Terre, on va pouvoir commencer à faire de la tectonique des plaques, à voir comment les plaques bougent et voir des zones où il y a des accumulations de déformations ou pas. Et donc une des principales applications en géophysique, une des premières applications qui a été faite en géophysique à partir des positions des GPS, était de déterminer les déplacements cosismiques, c'est-à-dire les déplacements pendant les séismes. Alors là, c'est un exemple du séisme à Tohoku, qui a eu lieu en 2011, dont on a beaucoup entendu parler, un séisme de magnitude 9, avec un tsunami et toutes les catastrophes sur les centrales nucléaires qui ont été extrêmement relayées après. Et donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a regardé ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'ils ont regardé la position avant et la position après. Ils ont pu déterminer le déplacement cosismique pendant le séisme. Et donc toutes ces flèches que vous voyez là, en fait, c'est les déplacements qui sont déterminés à partir donc des séries temporelles GPS. Et donc ces déplacements peuvent atteindre 4 mètres pour ce séisme-là, ce qui est quand même assez important parce que c'est de la roche sur des kilomètres en fait qui se déplace de 4 mètres, enfin sur des centaines de mètres, qui va se déplacer de 4 mètres, plus tous les mouvements, toutes les réorganisations de masse à l'intérieur de la Terre qui s'en suivent. Et si on regarde par exemple l'étoile bleue qui est ici, qui est une station qui est située assez loin de l'épicentre, et qu'on regarde l'évolution de sa position là on est sur 10 minutes, donc c'est extrêmement faible, et grâce au GPS aussi on peut regarder comment se déplace la station pendant le séisme, pendant le tremblement de terre. Donc la barre noire ici représente le moment où a été enclenché le séisme, et après on voit donc les déplacements, que ce soit en longitude en vert, en latitude en rouge, et sur la verticale en bleu. Donc on peut suivre pratiquement en temps réel les mouvements dus à ce type d'événement. Alors ça c'est applicable au séisme, mais c'est aussi applicable par exemple au volcan, pour surveiller les gonflements des volcans juste avant une éruption. Donc là on est très loin de la météo spatiale, mais on va revenir donc à cette météo spatiale, et notamment quand on utilise un récepteur pas très précis, monofréquence, qui est celui qui est le plus utilisé par tout le monde. Donc quand on parle d'une mesure de distance entre le satellite et le récepteur, en fait, c'est une pseudo-distance. Alors pourquoi on parle de pseudo-distance, le P ici, entre le récepteur et le satellite? Parce que cette pseudo-distance va contenir la distance vraie entre le satellite et votre antenne qui est au sol, c'est ce qui est matérialisé par la ligne rouge qui est toute droite ici, mais cette vraie distance va être entachée d'erreurs qui sont dues à des délais, notamment des délais ionosphériques, donc notre ionosphère, et des délais troposphérique. Donc tout ça, ce sont les délais qui sont dus à l'atmosphère terrestre. La troposphère, c'est la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre. C'est celle où on a tous les événements météorologiques, les tempêtes, les nuages, la pluie, celle qu'on voit celle auxquelles on s'intéresse tous les soirs pour voir quel temps il fera demain. Alors que l'ionosphère, pour l'instant, c'est plus des opérationnels, des gens qui font de la navigation par satellite, notamment, qui sont extrêmement intéressés par cette ionosphère. Mais bon, quand même, sur un récepteur qui reçoit juste une fréquence, donc ce qu'on appelle un récepteur monofréquence commercial, on va avoir un effet de la densité électronique sur ce délai ionosphérique. Alors la troposphère, on va en reparler vite fait, elle a un effet de l'ordre de 2 à 3 mètres sur votre délai, c'est-à-dire que votre récepteur a d'ores et déjà une erreur de 2 à 3 mètres due à la propagation de l'onde dans la basse atmosphère. Mais on a aussi des effets qui sont beaucoup plus importants dus à l'ionosphère, et ces effets peuvent aller jusqu'à entre 50 cm jusqu'à 100 mètres, voire jusqu'à la perte totale du signal. Et ce délai en fait va être fonction de deux choses. Donc le délai ionosphérique ici va être fonction de deux choses: la fréquence de votre signal au carré
et la quantité d'électrons dans l'ionosphère. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes en maximum d'activité solaire, vous avez une plus grande quantité en électrons, vous avez donc un délai plus important sur votre signal. Quand vous êtes en basse activité solaire, vous avez moins d'électrons et donc moins d'erreurs sur votre délai ionosphérique. Pour vous montrer juste un exemple, on se rend compte un peu de ce que ça peut faire vraiment dans le réel. Ici, c'est un jour de ionosphère assez calme, il n'y a pas eu de tempête. Et on voit que là, c'est le déplacement d'une station qui est fixe, elle est fixée dans le sol, et on regarde un petit peu comment elle se déplace, donc ce qui est dû à l'erreur due principalement à l'ionosphère. Donc en bleu, ici, c'est quand on ne fait pas de correction ionosphérique, donc on a des erreurs qui sont de l'ordre de 8 jusqu'à 10 mètres, d'accord, donc sur la position de votre petit récepteur. Par contre, quand on applique une correction ionosphérique, donc ce qui est en rouge, ici on va largement diminuer cette erreur. Donc ça, bon, pour vous, 8-10 mètres en voiture, c'est pas très important, mais pour des applications, notamment en aviation, ou en transport de marchandises, ou pour l'assistance de vol habité, ça peut être assez dramatique. Pareil sur la composante verticale, donc ici c'est sur comment bouge votre station sur la verticale, alors qu'elle n'est pas censée bouger. Quand on applique une correction ionosphérique, bon, on est de l'ordre de 1, 2, 3 mètres, alors que quand on n'applique pas de correction ionosphérique, ici, on est plutôt de l'ordre de 15 mètres. Alors ce qu'on remarque déjà, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait une courbe, on a envie de faire passer une courbe à l'intérieur. Et on voit que le maximum se situe vers le midi en heure locale. Donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'activité ionosphérique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ionosphère contenait beaucoup plus d'électrons quand le Soleil était au zénith. Donc c'est-à-dire qu'au midi local, on a plus d'influence on a une moins bonne position de notre récepteur que pendant la nuit où la quantité d'électrons est beaucoup plus faible. Un autre phénomène qui peut être pendant les tempêtes donc ionosphériques, ce qu'on peut avoir en fait, c'est des perturbations très rapides de l'ionosphère. Et ça peut entraîner des pertes du signal. Donc ici, vous avez une mesure qui dure à peu près 2 minutes. On regarde, c'est situé dans un avion, qui était la qualité du signal reçu. On voit qu'il y a des grosses fluctuations. Et puis parfois, pendant plusieurs dizaines de secondes, on peut avoir une perte totale de signal. Et ça, quand vous êtes dans une zone extrêmement perturbée ou en zone montagneuse, avoir une perte de signal, une perte de sa position pendant plusieurs dizaines de secondes, ça peut être assez dramatique et assez stressant. Donc oui, le GPS est tributaire de la météorologie spatiale, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors ça, c'est une figure extrêmement compliquée. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de cette figure, mais juste pour montrer que l'ionosphère est un endroit extrêmement actif, avec des courants de plasma ionisé qui va circuler extrêmement rapidement, que ce soit en longitude ou en latitude, et qui a une interaction. Donc tous les phénomènes qui sont dus aux particules ionisées sont en blanc, ici ce sont les flèches blanches, alors que tous les courants d'atmosphère neutre sont représentés en jaune. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'au niveau des pôles, on a énormément de phénomènes. Comme vous l'a dit Viviane, ou ce que je vous ai montré juste avant, c'est qu'au niveau des pôles, on a une dynamique extrêmement active dans la quantité en électrons, du fait du champ magnétique qui est extrêmement actif et des lignes de champ qui arrivent verticalement. Et comme l'a très bien dit Viviane tout à l'heure, au niveau du pôle Nord, on connaît assez bien comment ça se comporte, ça se prédit plus ou moins bien. Par contre, au niveau du pôle Sud, on n'a pas beaucoup d'idées sur comment ça se comporte. Pourquoi? Parce qu'on a très peu d'instruments et c'est une zone qui est extrêmement difficile d'accès. Alors c'est pour ça que depuis 2009, la Belgique a inauguré sa base polaire, donc la base Princesse Elisabeth, qui se situe à Uitenhage, en Antarctique, à peu près à moins 71 degrés de latitude, donc très proche du pôle, et qui est sur la même latitude que l'Afrique du Sud. Et donc c'est la première base zéro émission inaugurée en 2009, et depuis 2009, avec des projets internationaux, notamment avec le Luxembourg, ou avec aussi l'Université libre avec l'ULB de Belgique, nous sommes en train d'installer un réseau de stations GPS, donc dans différentes zones, que ce soit proche de la station Princesse Elisabeth, donc la station est juste située ici, et l'antenne GPS est à peu près à 300 mètres au nord de la station. Mais on va aussi en dehors de la station pour installer d'autres, pour étendre le réseau GPS, que ce soit sur de la roche. Là on est à peu près à 70 km au nord de la station. Ici on est à peu près à 100 km au sud de la station, juste à la limite du plateau d'Antarctique, donc c'est un endroit où il y a énormément de vent. Et on installe aussi des stations au niveau plus proche de la côte, donc sur la glace. Et le but de ça, donc à partir de ces récepteurs scientifiques extrêmement complexes, on va pouvoir étudier quel est le délai
en électrons, quel est le délai sur nos ondes, sur différentes fréquences, et à partir de là, remonter à la quantité électronique dans l'ionosphère de l'Antarctique, et voir donc des fluctuations rapides, notamment pendant des impacts d'éjection de masse coronale. Voilà, on va finir sur un petit film, donc qui sont les aurores polaires observées depuis l'ISS, et on va donc laisser tourner ce film pendant la discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.